bonjour à tous. Est-ce que ça va la vie? Ouais, enthousiasme. Et on la refait. Bonjour à tous. Est-ce que ça va la vie? C'est un peu mieux. On voit que vous êtes venus voir une conférence. C'est parfait. Bienvenue à Image pour cette conférence. Alors, en levant la main, quels sont ceux qui étaient déjà là la semaine dernière pour la conférence de la semaine dernière? Waouh, ok, cool. Vous pouvez baisser la main. Alors, ceux qui ont levé la main, vous n'avez plus le droit de la relever. En levant la main, quels sont ceux qui viennent à Image pour la première fois de leur vie? Et c'est la première fois que je me sens seul. Magnifique. Donc, Image, association socio-culturelle, on a 22 ans d'existence, 21 ans vraiment centrés sur la jeunesse. Là, en 2025, grand moment, on a eu un agrément EVS, espace de vie sociale, qui fait que maintenant, officiellement, on peut faire de l'animation de la vie sociale sur le territoire de Bailly et Noisy-le-Roi, et donc s'adresser à tous les publics. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé, entre autres, un cycle de conférences autour de la parentalité. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, petite précaution d'usage avant de commencer, parce que j'avais oublié ça la semaine dernière. Si vous avez un portable, je vous invite à le mettre soit en silencieux, soit en vibreur, s'il vous plaît, pour ne pas gêner la conférence. En ce qui concerne les questions, les remarques, pour éviter l'écueil de la semaine dernière, en gros, je ferai le passage de micro. Alors, vous avez remarqué, je ne suis pas amplifié, parce que tout est enregistré. C'est juste ça. Il sert à ça. C'est-à-dire que vous avez certainement des choses très intéressantes à dire, et les personnes de la semaine dernière, on ne les entend pas quasiment, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il fallait leur donner le micro. Donc, moi, je ferai le passage de micro sur cette partie-là. Un truc important aussi, et là je dis ça parce qu'il y a peut-être ou pas des élus dans la salle. L'ambition d'Image aujourd'hui, c'est que dans 5 ans, on ressemble à l'usine à chapeaux de Rambouillet. Donc si vous ne connaissez pas, allez regarder. Ce sera plus simple. Et dans le cadre de nos prochains rendez-vous, pas forcément paternité, vendredi prochain, 2e édition du bar à jeux. La première, c'était la semaine dernière. Donc voilà, ça va être un moment récurrent, 2 fois par mois, animé par un membre du conseil d'administration qui vient d'avoir 20 ans, entouré d'une équipe de bénévoles qui ont entre 14 et 19 ans, avec nous aussi bien sûr en support. Vous serez les bienvenus, il y en a parmi vous qui sont certainement venus, donc je vous laisserai parler de ça. Nous avons aussi... vendredi prochain, à partir de 19h jusqu'à 23h. Ensuite, nous aurons le 17 octobre une soirée spéciale pour les jeunes et les enfants Halloween, organisée par 2 mamans géniales qui adorent Halloween parce qu'elles sont anglophones, tout simplement. Il y en a une qui est canadienne de mémoire et une qui doit être anglaise. Le 7 novembre, on refait la même chose, mais que pour les adultes, sans enfants, avec concours de costumes. Donc voilà, il y aura toujours une participation aux frais de toute façon, mais on aura une belle soirée. Et pour ceux qui s'intéressent toujours à la parentalité, je suis modestement animateur d'un espace de discussion pour les papas qui s'appelle le Bar à Papa. Et donc maintenant qu'on est EVS, je peux enfin enlever mon masque et je ne suis pas que directeur de structure et animateur socioculturel. Je fais aussi d'autres choses dans ma vie. Donc le 15 novembre, c'est un samedi, ce sera entre 17h30 et 18h30. Il y a un bar à papa, donc forcément que pour les papas et pas pour les mamans. Donc n'hésitez pas à passer le message autour de vous. De quoi, pardon? Et ce sera à Image, bien entendu. Voilà, exactement. Donc voilà, je suis très heureux de recevoir Maïté pour cette conférence. Donc, alors Maïté, on s'est rencontrés par hasard à Image. Elle est venue nous voir, elle nous a parlé de ce qu'elle faisait. On a décidé de l'accompagner du mieux qu'on peut. Et c'est ce qu'on fait. Et enfin, on peut enfin vraiment faire des choses ensemble. Donc, elle a accepté d'animer une conférence sur la thématique, chère à beaucoup de parents, accompagner son enfant dans son travail scolaire, parce que c'est vraiment quelque chose de différent.
Le travail scolaire, il y a des associations pour appuyer, il y a des institutions. Donc, il y a forcément au collège, il y a les devoirs, ce qu'on appelle les devoirs faits. Images, on fait de l'aide aux devoirs 2 fois par semaine. Et il y a une association d'accompagnement à la scolarité qui existe, qui est vraiment très très bien et qui recherche forcément des bénévoles parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont besoin d'aide. Donc vous pourrez aussi vous tourner vers eux. Et donc Maïté, elle sait ce que c'est le travail scolaire. Elle en a bouffé du travail scolaire, si je puis me permettre l'expression. C'est quelqu'un qui a un gros background comme enseignante, qui a décidé de faire un autre métier. C'est un métier qui n'est pas très connu à l'heure actuelle, qui est très reconnu au niveau du Canada, qui commence à se faire connaître en France. Et aujourd'hui, elle va vous faire découvrir comment on va accompagner son enfant dans son travail scolaire. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Maïté Bello, qui est orthopédagogue. Merci. C'est bon ? Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, je me représente très vite fait. Ah non, mais ça va plus vite que je pensais. Alors, je vais déjà présenter mon plan. Dans un premier temps, une présentation rapide de ce que je fais, surtout en orthopédagogie. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec le thème pour lequel vous êtes venus, donc comment accompagner efficacement son enfant dans ses devoirs. Et rapidement, je vous parlerai de l'accompagnement orthopédagogique et je vous proposerai en fin de séance un petit atelier pour vous et votre enfant. Alors, en ce qui me concerne, donc, comme l'a dit Brice, j'ai été enseignante pendant une 20aine d'années, essentiellement dans le primaire. Donc, je connais bien cet univers, les difficultés que peuvent rencontrer les enfants et les parents également. J'ai décidé il y a quelques années de quitter ce métier parce que je trouvais que ça devenait de plus en plus compliqué entre les classes surchargées, les enfants à difficulté, le manque de moyens et de formation aussi des enseignants. Tout ça a fait que j'ai voulu me tourner vers un autre métier où je sentais plus cette utilité avec l'enfant, c'est-à-dire que là, on est en face à face avec lui, on peut vraiment répondre à ses besoins, on prend le temps de l'écouter, on prend le temps de l'accompagner, ce qu'on ne peut pas faire quand on a 30 enfants dans une classe avec des enfants 10 quelque chose et qui ont des AVS, voilà, c'est très compliqué. Donc c'est un métier qui vient du Canada, effectivement, qui date des années 60 là-bas quand même. Donc c'est pas quelque chose de récent chez eux. C'est très développé en Belgique, en Suisse aussi, au Liban même. Et nous, on est un petit peu à la traîne, un petit peu comme d'habitude, quoi. Donc je vais justement vous présenter l'orthopédagogie. Mais je vais le faire à travers une petite activité. Je vais vous proposer un mot et puis je vais vous laisser quelques temps. Voilà. Et puis après, on en rediscute. Donc, je vous propose de réfléchir au mot souris. C'est bon pour vous ? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, nous faire partager tout de suite ce qui s'est passé dans sa tête quand j'ai prononcé le mot souris ? Alors, si vous voulez intervenir, je crois qu'il faut le micro pour qu'on vous entende. Moi, c'est la souris d'ordinateur. La souris de l'ordinateur, d'accord. Très bien. Et cette souris, dans votre tête, vous l'avez vue apparaître ? Oui. D'accord. Vous avez vu le dessin ou la photo d'une souris d'ordinateur. Est-ce que d'autres personnes ont vu autre chose, peut-être ? J'ai eu d'abord Moi, j'ai eu immédiatement l'animal, Ouais. la petite souris. Mais tout de suite après, j'ai eu l'impératif du verbe sourire. D'accord. Voilà, ça m'est venu, mais en 10 secondes après. D'accord, mais en premier lieu, l'animal. D'abord l'animal, Alors, ouais. je vais au bout. Elle était de quelle couleur, cette petite bête ? Elle avait une couleur ? Elle est grise pour moi. Elle était grise, Ouais. d'accord. Et elle bougeait ou elle bougeait pas ?
dans votre J'ai tête. pas eu le temps de la voir. Ouais, c'était Elle est juste partie la très vite. photo Ouais, de ouais. la souris. C'est ça. D'accord, je vous remercie. Quelqu'un d'autre avait levé la main? Alors moi j'ai vu une souris dans la gueule de mon chat, Ouais, et le chat en train de marcher comme un félin, oui. tout content. Et puis tout de suite après j'ai vu la souris d'ordinateur, mais telle que je l'avais achetée récemment pour me faire du bien au poignet. Et je me suis dit, ah ouais tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu mal au poignet. D'accord. Donc, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, parce que moi, je décrypte plein de choses là, c'est qu'en fait, vous avez tout de suite rattaché à du vécu. C'était la souris de l'ordinateur, mais pas n'importe laquelle, c'est celle que j'ai achetée récemment. La souris de l'animal, c'est pas n'importe lequel, c'est celle qui était dans la gueule de mon chat. Bon, elle bougeait ou elle était... Non, elle bougeait plus. Bon, voilà. Mais donc, vous, de votre côté, tout de suite, vous avez besoin de rattacher à du vécu. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant, mais vous voyez des choses qui se profilent déjà. Donc ça veut dire que pour comprendre des choses, pour peut-être mémoriser des choses, vous auriez besoin de faire un lien direct avec le vécu. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Alors moi j'ai eu en même temps la souris vivante, grise, image de souris. Oui. Et quasi en même temps je me suis posé la question, est-ce un ordre pour sourire, effectivement comme ça. D'accord. Donc est-ce qu'on est en train de me donner un ordre ou est-ce que on parle de l'animal? Et quelques secondes après j'ai eu un questionnement sur on pourrait aussi parler d'une souris d'agneau et donc j'ai vu un Ah plat oui. mijoté. J'avais pas pensé à celle-là, mais oui, c'est vrai qu'elle existe aussi. Elle était dans l'assiette préparée, cuisinée, ou elle était en train de cuire. Bon, 4 heures, l'heure du goûter, pourquoi pas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou... Non? Bon, alors, effectivement, on peut voir quand rien qu'à l'évocation du mot souris, il y en a qui vont voir, je ne sais pas si on voit bien, la petite bête. Alors, elle n'est pas forcément grise, hein, c'est pour ça que je demandais. Elle peut être blanche aussi si elle est de laboratoire généralement. Bon, après, grise, brun, peu importe. On peut la voir sous forme de dessin aussi. Hein, pour certaines personnes, s'ils sont peut-être dans les métiers de l'art, par exemple, ou autres, ils vont peut-être plus penser à un dessin de souris. On peut penser à Tom et Jerry, pourquoi pas? Peut-être plus les enfants, ou si vous avez vu récemment un Walt Disney, ou Ratatouille, plus récent aussi. On peut penser aussi à la petite chansonnette, vous savez, quand on est petit, une souris verte qui courait dans l'herbe. Bon, je vous épargnerai la chanson, mais voilà, ça peut vous faire penser à ça. Ça peut aussi faire penser à une émotion généralement assez désagréable quand on voit une souris et que tout de suite le réflexe, ça va être de s'en éloigner parce qu'on a peur de ces petites bêtes-là. Et ça peut être aussi, alors, soit le sourire, hein, quand on dit à quelqu'un effectivement souris, ou la petite fille à qui il manque des dents, qui va peut-être mettre sa petite dent sous l'oreiller pour que la petite souris vienne. Bon, voilà. Et puis, la fameuse souris d'ordinateur. Généralement, c'est plus les hommes qui me font cette remarque, mais comme quoi, vous voyez. Voilà, donc vous voyez que pour chacun d'entre nous, rien qu'à l'évocation d'un mot, on va avoir tout de suite notre propre langage mental qui va évoquer des choses différentes chez les uns, chez les autres. Donc, on peut l'avoir aussi écrit. Oui, c'est vrai, ça, j'ai pas pensé. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a vu le mot écrit? Ouais, j'ai pensé tout de suite à l'orthographe. D'accord. Bon, ça c'est révélateur aussi, mais on ne dirait pas plus. Donc, différents langages, le langage mental, hein, celui qui va faire écho en nous et qui, quand on va parler à un enfant d'une chose, il va peut-être pas penser forcément à la même chose que nous. Donc, il faut déjà bien se mettre d'accord sur ce qu'on entend avec tel ou tel mot. Donc, notre langage mental, il va dépendre de quoi? De nos connaissances sur le sujet, de notre culture. Si on a été élevé et bercé peut-être par exemple par la chanson, ça peut faire écho. Ça peut être notre vécu, si on a vu des souris qui nous ont fait peur, ou le vécu de la souris qu'on a achetée parce que ça soulageait le poignet, etc. Ça peut faire référence aussi aux compétences qu'on peut avoir, notamment en dessin, à notre environnement ou à nos émotions, notamment la crainte avec la souris. Donc, rien qu'à travers un mot, vous voyez qu'il peut se passer plein de choses. Et rien qu'un mot peut déjà dire plein de choses sur vous, même si ça n'en a pas l'air. Et justement, le rôle de l'orthopédagogue, ça va être en séance, de faire prendre conscience à l'enfant,
ou à l'enfant ou même à l'adulte, mais de ce qui se passe dans sa tête et de l'habituer aussi à se faire des images dans sa tête et à prendre conscience de sa propre pensée, ce qu'on appelle la métacognition. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand je fais ça, quand je dis ça, quand tu lis ça, etc. Donc prendre conscience de cette pensée sur la pensée. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, généralement. Alors, le rôle de l'orthopédagogue... Ah oui, pardon, je suis allée peut-être un peu vite. Je vais rester sur cette image-là pour l'instant. Le rôle de l'orthopédagogue, donc, c'est déjà, dans un premier temps, d'apprendre à évoquer, donc se faire des images, la métacognition sur son propre langage, et c'est de faire comprendre aussi le processus d'apprentissage. Alors, pour ça, je vais vous faire un petit schéma rapide sur le paperboard pour vous expliquer des choses. Ça va être ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. Et ça, ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que tout le monde voit bien ce que... C'est bon pour tout le monde? Bon. Quand on apprend quelque chose, déjà, la première chose, c'est que l'information, elle nous vient toujours de l'extérieur, quoi qu'il arrive. Et cette information, est-ce que vous avez une idée de comment elle va rentrer à l'intérieur de la tête? Grâce à quoi l'info qu'on va me donner va rentrer dans la tête? Oui, exactement, hein, les sens. Donc les 5 sens. Donc j'ai mon info qui est ici. Et puis, il y a un ou plusieurs sens qui vont rentrer en action pour pouvoir décrypter l'information et savoir ce que c'est. En séance, par exemple, j'aime bien prendre avec les enfants du café. Et je leur fais sentir le café, sans leur dire ce que c'est, évidemment. Et bon, évidemment, une fois qu'ils l'ont senti, ils me disent « Ah bah oui, c'est du café ». Je dis « Comment tu le sais ?» Bah parce que je l'ai senti. Et puis des fois aussi parce que j'ai vu la couleur, ça m'a déjà donné un indice. Donc l'information, elle rentre dans la tête par les sens. Quand on est à l'école, c'est souvent lesquels, généralement, pour les enfants? Ceux qui sont le plus en éveil, on va dire. L'ouïe et la vue, hein. Évidemment, on écoute, en principe, le professeur, et puis on regarde ce qu'il a mis au tableau, les documents, etc. Donc l'information, elle rentre dans la tête. Une fois qu'elle est dans la tête... Eh ben, elle est traitée par le cerveau. Bon, on en reparlera. Parce que, généralement, ce qui se passe, c'est que l'information, quand on est un enfant et qu'on va à l'école, elle va ressortir sous forme d'un exercice, d'une interrogation. Enfin, généralement, on demande à l'enfant de la mettre dans la tête, de la prendre pour pouvoir la restituer. C'est généralement ce qui est fait. Et si possible, à l'identique pour avoir une bonne note. Bon. Est-ce que vous avez une idée, des fois, de ce qui se passe, donc là je vais remettre l'info qui ressort, de ce qui se passe quand votre enfant a super bien appris sa leçon, vous lui avez fait réciter, il savait tout par cœur, il fait son contrôle, il a l'impression d'avoir réussi. Je ne parle pas du fait que dans certaines situations, bon, il se retrouve comme sur une feuille blanche et la peur, la panique fait qu'il n'arrive plus. Mais là, on imagine, il a l'impression d'avoir super bien réussi et au final, quand il reçoit sa note, il a une mauvaise note. Qu'est-ce qui a pu se passer? À quel niveau est-ce que ça a pu bloquer, d'après vous? J'ai pas entendu, pardon. L'info est restée dans la tête. Non, admettons que lui, il a rempli sa copie et il a l'impression qu'il a réussi. Vous voyez, je parle même pas du fait qu'il y a eu un blocage ou quelque chose, mais l'impression d'avoir réussi. Il n'a pas compris la consigne. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est à ce niveau-là. L'attendu du prof. Hein. Ouais. C'est au moment de la restitution, il y a ce fameux passage de « avant de me jeter corps et âme dans mon devoir et la rédaction », il faut déjà passer par la consigne, la lecture de la consigne. Et bien souvent, c'est là déjà que ça va pêcher. Parce que l'enfant n'a pas lu la consigne en entier, il a voulu aller trop vite, qu'il l'a mal comprise, ça peut arriver, ou vous avez des fois des doubles, ou voire des triples consignes. C'est-à-dire que dans une consigne, il y a fait ci, fait ça, et encore fait ça. Et l'enfant, il en oublie un bout au passage. Hein. Donc, des fois, ça peut être vraiment frustrant pour lui parce qu'il a bien appris, mais au final, il n'a pas la note qu'il espérait à cause de la consigne. Bon, on y reviendra. Je fais une parenthèse de ce qui se passe dans la tête. Donc le traitement de l'information, quand l'info elle rentre dans la tête,
Bon, généralement, elle va être comprise et mémorisée à plus ou moins long terme en fonction de ce qu'on veut faire après pour la restitution. Mais pour apprendre, c'est pas si simple que ça. Il suffit pas de se mettre à son bureau, de dire ça y est, j'apprends et je sais. Dans le cerveau, si vous voulez, ça fonctionne un petit peu comme un escalier, c'est-à-dire ça marche par étapes. Tout d'abord, pour pouvoir être en bonne condition pour apprendre, il y a cette première étape qui consiste à ne pas avoir ce qu'on appelle un besoin physiologique, les fameux besoins du corps. Si je me mets à mon travail, mais qu'avant, j'ai pas bu, pas mangé, que je suis pas passée aux toilettes ou que j'ai mal dormi, il est évident qu'on n'est pas dans les conditions optimales pour travailler. Donc, quand l'enfant se met au travail, que ce soit à la maison, que ce soit en classe, on essaie de s'assurer, s'il est grand, il gère à peu près tout seul, mais s'il est petit, on essaie de s'assurer qu'il a bien mangé, qu'il est passé aux toilettes avant, qu'il a besoin de rien, que rien ne va le déranger pour pouvoir apprendre correctement. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la deuxième marche, on va dire. Et la deuxième marche, surtout quand on est collégien, elle n'est pas des moindres, ça va être les émotions. Parce que les émotions, quand on est collégien, on se les prend en pleine face et puis elles sont décuplées. Donc, il faut apprendre on ne dit pas gérer, mais apprivoiser ses émotions. C'est-à-dire qu'une émotion qui est trop forte, elle va être bloquante. Elle va empêcher les apprentissages, c'est sûr. Parce qu'on a la tête ailleurs, parce qu'on est préoccupé par quelque chose, ce qui fait que ça ne va pas nous laisser la place pour avoir le cerveau disposé à recevoir des informations. Donc, on essaie d'apprendre aussi à apprivoiser ses émotions. Ça s'apprend. Et puis, du coup, quand on a réussi à combler ses besoins physiologiques, à gérer ses émotions, on peut enfin apprendre. Mais vous voyez qu'il ne suffit pas de se mettre sur sa table de travail pour dire « c'est bon, je me mets au travail ». Il faut que les conditions soient requises pour que l'enfant optimise son temps de travail, son apprentissage. Bon, il me reste une question. Parce que l'apprentissage, on dit toujours « ah ouais, mais il faut de l'attention ». D'après vous, à quel moment est-ce qu'il va falloir que l'attention soit optimum pour que le processus d'apprentissage fonctionne le mieux possible? À quel niveau vous mettriez l'attention? Est-ce que vous avez compris ma question? Non. Vous avez le droit, hein. Est-ce que, je vais m'y prendre autrement, est-ce que quand l'information que l'on me donne, donc qui vient de l'extérieur, rentre dans ma tête, est-ce qu'à ce moment-là, il faut que je sois attentif? C'est mieux. Si on n'y est pas à ce moment... Ah, bon, on va dire qu'il marche. Si on n'est pas attentif à ce moment-là, on va capter qu'une partie de l'information. Donc forcément, il va nous en manquer un morceau. Donc même si après, on est au top, si au départ, il m'en manque un bout, j'ai envie de dire, c'est déjà mal parti. Bon, au moment où je traite l'information dans ma tête, c'est-à-dire au moment où j'essaie de comprendre l'information, puis j'essaie de la mémoriser pour la garder en mémoire à plus ou moins long terme. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut que je sois attentif? On est d'accord. Est-ce qu'au moment de la restitution, et notamment avec le passage de la consigne, c'est un moment où je peux me permettre de ne pas être attentif? Bon, on est d'accord. Donc, conclusion, et évidemment, quand je fais ma production, il vaut mieux que je sois attentif aussi. Conclusion, l'attention, on peut dire qu'elle est à quel moment? Elle est partout. Alors, ça ne veut pas dire, comme je rassure les enfants à chaque fois que je leur explique ça, ça ne veut pas dire qu'il faut être attentif toute la journée à tout ce qu'on voit et tout ce qu'on fait, parce qu'on ne s'en sortirait pas, le cerveau surchargerait, mais dans ce processus d'apprentissage, quand je veux apprendre quelque chose, quand je veux me mettre au travail, là, à tous les niveaux, il faut que je sois attentif. Parce que sinon, on voit bien qu'on va passer à côté de quelque chose. Mais l'attention, ça se travaille. L'attention, ça s'apprend. Et généralement, ce n'est pas à l'école qu'on l'apprend. Comment être attentif? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelle stratégie je peux développer pour être attentif? Ça s'apprend chez moi, en cabinet d'orthopédagogie. Non, mais où on fait vraiment tout un travail autour de l'attention, autour des distracteurs, autour du multitâche, toutes ces choses qui finalement
coulent de source, mais qu'on ne sait pas, enfin on n'en prend pas conscience. Et quand on les met vraiment à jour, à plat, et que l'enfant en prend conscience, après il peut développer les bonnes stratégies pour être plus attentif en classe. S'il en a envie, évidemment, hein, parce que ça, après, ça va être de son ressort. Est-ce que par rapport à ce que je vous ai dit là, c'est clair, il y a des questions, ou est-ce que je continue? C'est bon pour vous? Alors, on en vient au vif du sujet, donc accompagner efficacement son enfant dans ses devoirs, dans son travail scolaire. Alors, tout d'abord, ça va commencer, encore une fois, c'est pas à la sortie de l'école, tiens, allez, hop, on se met au travail, on y va, et puis plus vite commencer, plus vite fini. Il faut que ça se fasse dans des bonnes conditions. Donc, son travail, déjà, on commence par choisir un lieu. Il y a des enfants qui vont vouloir travailler dans leur chambre, au calme, avec un bureau qui va être bien rangé. Et puis il y en a d'autres, ils vont vouloir travailler dans leur chambre au calme, mais avec un bureau, peut-être pas dire en désordre comme ça, mais avec des piles de livres, de cahiers. Enfin, eux, ils vont avoir besoin de se recréer un contexte de travail. Donc ça, c'est à lui de choisir. Alors évidemment, pas en gardant un bazar trop important sur le bureau, mais s'il a besoin d'avoir des livres autour de lui pour se recréer ce contexte-là, il faut le laisser garder ses livres. Petite parenthèse, si votre enfant a un bureau qui donne sur un mur, sachez que ça peut avoir un effet négatif sur l'imaginaire, parce que le mur a tendance à bloquer l'imaginaire. Alors s'il fait des maths, c'est pas très gênant, mais s'il doit faire une production d'écrit, une rédaction, quelque chose comme ça, et qu'il a besoin de laisser courir son imagination, le mur peut être bloquant. Donc à ce compte-là, peut-être orienter le bureau si possible autrement. Et il y a des enfants qui, eux, vont préférer travailler au salon, qui vont préférer travailler à la cuisine. Alors ça, j'y reviendrai, effectivement. Mais ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Mais en tout cas, s'il est à la cuisine ou s'il est dans le salon, bon, a priori quand même à table, mais c'est un enfant qui, lui, va avoir besoin de la vie, de l'animation autour de lui. Si maman, elle est en train de cuisiner, s'il y a, je sais pas, le petit frère qui est en train de jouer. Et ça, c'est un enfant qui va avoir besoin de se recréer un contexte de classe, plutôt. Parce que quand on est en classe, on sait bien qu'il y en a toujours un qui se lève, il y en a un qui parle, il y a la maîtresse, ça s'agite dans tous les sens. Et il y a des enfants qui ont besoin de se recréer cet univers-là. Donc, deux univers différents. Il y a des enfants qui ont besoin d'un fond sonore, on va dire, et donc il y en a qui vont se mettre de la musique aussi. Alors, travailler avec la musique, c'est pas impossible, mais ce qu'il faut, c'est essayer de limiter et d'éviter les chansons. Tout ce qui a des paroles peut être aussi une source de distraction. Bon, à moins d'écouter une chanson dans une langue qu'on ne connaît pas, si c'est de l'anglais ou encore pire du français, on va tendance à écouter les paroles et ça va quand même perturber un peu l'attention, la concentration pour le travail. Donc, musique, mais plutôt ce qu'on appelle les bruits blancs ou alors sans parole, enfin quelque chose de... et pas trop fort non plus, quoi. Pas trop. Il reste, on n'a pas encore, mais quand on c'est juste après. Justement, pour parler des distracteurs, est-ce que sur ces images, vous verriez quelque chose qui ressemblerait à un très très puissant distracteur? deux écrans. Alors, celui-là, l'écran-là, bon, des fois on en a besoin parce que je sais que quand on est au collège, les enfants ont besoin de travailler des fois sur ordinateur. Par contre, il y en a un, a priori, il ne va pas servir. On est d'accord, c'est celui-là. Ça, c'est une catastrophe parce qu'il y a des études qui ont été faites et notamment Steve Masson, dans son livre, nous remet... Alors, je ne sais pas, je ne l'ai pas mis là, donc je ne sais pas si vous allez le voir, c'est juste... c'est en petit, mais bon, pour vous donner une idée. Donc ça, c'est sa capacité à travailler, à être performant sur une tâche. Donc, en haut, là où il y a la grande barre, c'est quand le téléphone est dans une autre pièce. Là, c'est quand il est soit dans le sac, soit dans une poche. Donc, on voit déjà que niveau performance, on diminue. Et puis là, c'est quand il est sur le bureau. Et j'ai envie de dire, même s'il est éteint.
Parce que même vous, en tant qu'adulte, on a tous des téléphones sur nous, rien que de le savoir à côté, de savoir qu'on n'a qu'à tendre la main pour pouvoir le saisir, et bien si à un moment on décroche dans son travail, qu'on est un peu fatigué ou autre, hop, c'est le premier réflexe qu'on va avoir. Et ça, l'enfant, alors je ne parle même pas s'il est allumé, qu'il y a les notifs, il s'allume, il sonne, bon là c'est carrément la catastrophe. Mais vraiment, le téléphone, pendant le temps du travail, c'est important qu'il soit loin, le plus loin possible. Alors je sais, il y a Pronote, il y a tout ça sur le téléphone. Ben, à ce compte-là, on essaie peut-être de lister le travail à faire comme à l'ancienne sur une feuille. Et puis, on met le téléphone loin. Et si on a besoin d'aller chercher le téléphone, ben, on va le chercher, on fait ce qu'on a à faire avec et on le remet loin. Parce que si à chaque fois, il faut se lever pour aller le chercher, généralement, les enfants, comme ils disent, ils ont la flemme. Donc, ils le feront moins que si le téléphone reste à côté. Donc, vraiment, éloigner le plus possible les téléphones. Après, il peut y avoir d'autres distracteurs. Et pour certains enfants, tout est distracteur. Je sais pas, ils ont une fenêtre dans leur chambre, il y a un oiseau qui passe, tout peut être source de distraction. Si votre enfant en plus a ce qu'on appelle un TDAH, c'est-à-dire un trouble de l'attention, alors là c'est décuplé. Non seulement ça va être les distracteurs qu'on appelle externes, tous ceux qui sont autour de nous, mais il y a aussi les distracteurs internes, les distracteurs de notre propre pensée. Où là aussi, des pensées, on en a plein qui nous traversent l'esprit toute la journée. Donc si on n'arrive pas à essayer de les bloquer un peu, ou en tout cas les laisser passer et pas s'accrocher sur la pensée qui passe, ce sera plus efficace. Donc il y a tout un travail sur les distracteurs à faire aussi. Alors, si je vous dis maintenant que pour apprendre un cours, si je vous dis apprendre un cours efficacement, d'accord ? Parce que l'idée, c'est ça. C'est de ne pas y passer un temps infini, c'est d'être efficace quand on fait apprendre une leçon, quand on travaille. Qu'est-ce que vous mettriez derrière ce terme efficacement ou efficace ? Il faut qu'il soit comment, votre enfant ? Alors, oui, attentif, ça d'accord. Mais après, qu'est-ce qui fait qu'il va travailler, qu'il va apprendre mieux, peut-être plus rapidement ? C'est court. Il faut qu'il y voit un intérêt. Alors, il va y avoir la question de la motivation. Oui, un enfant, effectivement, qui ne comprend pas pourquoi il apprend ça, ça va être compliqué. Si, en plus, il ne comprend pas ce qu'il apprend, là, c'est sûr qu'on va ramer un peu. On est d'accord. Se reposer. Alors, qu'il soit dans de bonnes conditions. Là, on retrouve un petit peu ce qu'on avait là, les fameux besoins physiologiques. Effectivement, s'il arrive qu'il est fatigué, ce n'est pas les meilleures conditions pour apprendre. Une relecture à voix haute de la leçon et peut-être une reformulation des idées principales qui s'en dégagent. Alors, on peut l'aider à le faire, ça, c'est possible. Peut-être sans le laisser tout seul, mais en tout cas, les enfants qui vont avoir besoin de relire, de verbaliser pour apprendre, d'autres, ça va être plutôt visuel, ça va être pas... On va laisser, c'est différent, mais ça peut aider. Ouais. Alors vous avez mis le doigt sur quelque chose de fondamental, c'est relire, d'accord ? Donc ça, il y a des études qui ont été faites, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, ils avaient pris 3 groupes de jeunes, un qui ne faisait rien, il y avait un contrôle quelques temps après, ils avaient pris un groupe qui ne faisait rien, c'est-à-dire qui ne révisait pas, un groupe qui relisait, mais juste relire le cours, et un groupe qui s'interrogeait, qui se posait des questions sur la leçon, etc. Et ben, ils se sont rendus compte que les plus mauvais résultats, c'était ceux évidemment qui n'avaient rien fait, mais suivis de très près par ceux qui avaient relu. Et en gros, c'était quasiment la même chose de rien faire ou juste relire son cours. Donc quand on prend conscience de ça, on fait déjà un pas en avant. Donc, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Efficacement, ça veut dire en fait que votre enfant, il va falloir qu'il soit actif. D'accord ? Voilà. Être ce qu'on appelle un acteur engagé. Il ne faut pas qu'il reste passif face à son cours, face à sa leçon. Parce que simplement relire la leçon n'enclenche pas dans la tête le processus d'apprentissage. C'est pas assez puissant. Il ne se passe pas suffisamment de choses dans le cerveau. Le cerveau ne se met pas en action avec une simple relecture.
Alors comme j'ai dit, si c'est un enfant qui est au CP, qui apprend à lire, là, le processus de lecture qui n'est pas encore mis en place va faire que le cerveau va se mettre en action parce que ça va lui demander un gros effort. Quand on sait lire parfaitement, enfin à peu près, relire, ça ne demande pas un gros effort. Je pense que ça nous est tous arrivé de lire quelque chose tout en pensant à autre chose, à dire « Ah bah au fait, faut que je relise parce que j'ai pas compris ce que j'ai lu » ou « Bon, voilà, j'étais pas dedans, quoi. » Et pourtant, vous avez lu. Hein. Donc ça, c'est pas suffisant pour pouvoir garder en mémoire, mémoriser une information. Donc il va falloir mettre justement en œuvre d'autres stratégies qui vont être beaucoup plus efficaces. Alors les conseils que je vous donne, je m'appuie sur les neurosciences évidemment, hein, je les sors pas de mon chapeau. Mais c'est des choses qui ont été testées, validées, expérimentées auprès de nombreux jeunes et dans différents pays, hein, pas juste en France non plus. Alors, tout d'abord, quand les jeunes ont un gros objectif, quand je parle de gros objectifs, je pense par exemple à un contrôle d'histoire où il faut réviser la leçon entière et que la leçon, elle fait 10 pages. Bon, boum, il y a des enfants que ça peut décourager tout de suite. Alors, ils peuvent rechigner un peu. Dans le pire des cas, on va aller vers la procrastination. Je mets de côté et puis on verra plus tard. Bon, donc pour éviter ça, cette fameuse démotivation, l'objectif, le gros objectif, on va le couper en petits objectifs. Des petits objectifs qui, eux, vont être atteignables. Et déjà, je vais commencer par revoir ma première partie. Bon, je me fixe cet objectif-là. Et puis quand ce sera OK, déjà, je peux laisser un peu de temps, je souffle un peu, et puis je m'attaque à la deuxième. Et puis voilà, je relaisse du temps et je termine par la troisième. Donc le fait de découper va permettre de conserver une certaine motivation, de ne pas, en voyant tout le travail qui nous attend, commencer déjà à déprimer. Et puis garder aussi cette confiance en soi. Le fameux « je ne vais pas y arriver parce qu'il y en a trop ». Hein. Donc je ne me fixe pas un énorme objectif d'un coup, j'y vais petit à petit. Et normalement, ça permet déjà de garder une certaine motivation. Ensuite, on va essayer de reprendre son cours, parce qu'évidemment, quand on ne le connaît pas, on est obligé de passer par là, mais on va essayer de dégager les idées principales. Donc si je peux directement sur le cours surligner, bon, si je ne peux pas, je prends une feuille et je note les idées principales à côté. Mais en tout cas, dégager déjà les idées principales. Alors, si vous êtes à côté de votre enfant, au moins les premiers temps, parce qu'après, s'il est grand, il va pouvoir faire tout seul, mais ça va être déjà vous assurer qu'il est capable de le faire. Parce que mine de rien, dégager les idées principales dans un cours, c'est pas toujours aussi évident que ça pour tout le monde. Donc, s'assurer qu'il est capable de le faire, et puis une fois qu'il les a dégagées, c'est déjà, il a enclenché son processus d'apprentissage parce qu'il a commencé déjà à apprendre, puisqu'il a déjà noté des choses qu'il va falloir retenir. Après, il y a quelque chose de très efficace aussi, c'est de lui demander de réexpliquer le cours. Refaire le cours, en fait, comme si c'était le professeur. Il se met à la place du professeur et puis il vous réexplique ce qu'il a compris, à sa manière. Donc, en employant ses propres mots. Donc, pour lui, c'est déjà plus parlant. Hein. Et puis, ça va lui montrer, à vous et à lui, qu'il a compris et ce qu'il a compris. Et je rappelle que, de toute façon, la compréhension, c'est aussi la base pour pouvoir mémoriser. On ne va pas mémoriser quelque chose qu'on ne comprend pas. Difficilement. Hein. Donc, réexpliquer, c'est aussi une solution. Et puis, quelque chose qui est très efficace aussi, ça va être de transformer son cours. Une fois qu'il a surligné, qu'il a dégagé les idées principales, essentielles à retenir, ce qui est intéressant, ça va être de les mettre peut-être sous forme d'une carte mentale. Donc ça s'apprend aussi. Parce que sous le terme carte mentale, je vois tout et n'importe quoi. Hein, même au collège, des fois. Bon, bref. Et pas fait que par les enfants. Hein. Bon, bref. Donc, on fait une carte mentale, on ne met pas trop de choses dessus, on dégage l'essentiel. L'intérêt de la carte mentale, c'est qu'on n'y met que des mots-clés, mais qu'on y met aussi généralement des petits pictogrammes, donc du visuel et de la couleur, pour que quasiment ce double codage, là, le fait d'avoir à la fois des mots, du texte et à la fois des images, permettent de mieux retenir. Plus on va multiplier les entrées pour la mémoire, plus on va mémoriser des choses.
Ça peut être sous forme de sketch notes, s'il y en a qui sont adeptes des petits dessins. Là, typiquement, on mélange le texte. Alors là, ça peut être quelques phrases avec des... Alors, pareil, des petits pictogrammes, des choses simples. L'idée, c'est pas de faire une jolie feuille qu'on va accrocher au mur. L'idée, c'est simplement que chaque pictogramme soit parlant. Parce que si, admettons, l'enfant ne se souvient plus du mot, il se souviendra peut-être du picto qu'il a dessiné. Donc c'est une double chance, en fait, pour mémoriser, pour se souvenir des choses. Après, ça peut être sous forme de fiches. Ça dépend justement le fonctionnement cognitif du cerveau de votre enfant. S'il fonctionne plus avec des dessins ou plus avec du texte. Il y en a, ils n'aiment pas, parce qu'ils préfèrent des mots, des phrases, des choses bien alignées. Enfin, voilà, chacun est différent. Et ça, pour le savoir, là encore, il faut passer par l'orthopédagogue qui va détecter quel type de fonctionnement, à quel type de fonctionnement correspond votre enfant. Ce qui est important aussi pour pouvoir mémoriser, c'est de faire des liens. Si je fais des liens avec des connaissances que j'ai déjà, je vais mémoriser plus facilement. Alors, avec des connaissances ou avec du vécu aussi, rattaché à quelque chose. Je pense typiquement à de la géographie. Votre enfant étudie le littoral. Ah bah oui, tu te rappelles, on est allé à Étretat, les falaises, c'était comme ça, tout ça. S'il arrive à faire du lien avec ce qu'il a vécu, il va aussi mieux mémoriser. On mémorise difficilement ce qui est rattaché à rien. C'est pour ça, par exemple, que des nombres. C'est très compliqué de retenir juste une suite de nombres si on ne les rattache pas à quelque chose. Vous retenez, vous, facilement les numéros de téléphone de vos amis, vos enfants généralement, ils sont enregistrés dans le téléphone et ça va bien comme ça. Mais si on veut vraiment faire l'effort de s'en souvenir, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire 75. Ah ouais, 75, ça me fait penser à Paris. Ou à d'autres choses. Mais on va essayer de faire des liens pour mémoriser. Parce que quand ça ne fait pas sens, on n'apprend pas, on n'arrive pas à retenir les choses. Donc, faire du lien avec des connaissances ou avec du vécu, ça c'est important aussi. Et il y a quelque chose d'important, c'est si votre enfant, alors je ne dis pas dans les petites classes, mais quand il commence à grandir, il va avoir de plus en plus de travail. S'il a 1 heure de travail le soir, ça risque d'être compliqué de faire tout en 1 heure sans programmer des pauses. Alors, il y a cette fameuse courbe de l'attention qui sont très parlantes. Là, par exemple, donc, vous avez l'attention qui, lorsque on est en train de travailler, au départ, on va partir du principe que la personne est motivée pour travailler, pour s'y mettre. Donc, on va estimer que son attention est à 75%. Si la personne, je dis la personne parce que c'est valable même pour les adultes, ces courbes-là, s'il est prévu qu'on fasse des pauses, c'est-à-dire pas ce que je fais là, puisque là, je n'ai pas prévu de pause pour vous, mais on va essayer de faire rapide. S'il est prévu de faire des pauses, par exemple, toutes les 30 minutes, on sait que le travail, la séance va durer 2 heures et que j'aurai des pauses toutes les 30 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au niveau de l'attention? Elle reste à peu près constante. D'accord? Parce qu'on sait qu'on a des pauses régulièrement, qu'on va pouvoir décompresser 5 minutes, même si la pause n'est pas longue. Mais au moins, le fait de savoir qu'il y a des pauses. Sur la deuxième courbe, on sait que ça va durer 2 heures, mais par contre, il n'y a aucune pause de prévue. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'attention, au départ, elle est toujours au beau fixe, à 75%, mais qu'au bout d'1 heure, on voit bien qu'elle qu'elle a bien décliné déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe par contre? Comme on sait que ça dure 2 heures, ça a tendance à remonter parce qu'on se dit, bon, allez, courage, le temps passe, il n'y en a plus que pour, une demi-heure, tout ça. Hop, je me remotive et je me reconcentre un petit coup. Bon. Et troisième cas de figure, c'est l'attention lorsqu'on sait qu'on ne sait pas plutôt, combien de temps va durer la séance. Et en plus, il n'y a pas de pause de prévu. Alors là, on part toujours optimiste, 75%. Simplement, ça va suivre la deuxième courbe. Au niveau d'1 heure, on a bien baissé au niveau de l'attention. Et le problème, c'est qu'on ne va pas remonter parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et là, on a quasiment complètement décroché, quoi. On n'en peut plus. Oui. On est un petit peu plus loin dans les niveaux scolaires, mais... les épreuves de bac blanc, les épreuves de bac qui durent 4 heures sans pause. Est-ce
que vous avez à répondre là-dessus? Parce qu'on voit bien que la courbe, à un moment, elle va quand même... Alors, les pauses, elles vont pas sacrément être... Ah oui, non, bah c'est sacrément clair. descendre. L'enfant, il va pas se concentrer 4 heures. La concentration, c'est 20 Il minutes sait que ça va maximum. durer, il connaît bon. la durée au départ. ça. Alors, voilà, c'est ça. On est plus là que là, parce qu'on sait qu'il y a une fin quand même à ce calvaire. Mais ce que l'enfant peut faire, c'est que je pense qu'il a droit à une montre, on est d'accord. Il s'octroie lui-même ses pauses. Il va se les programmer tout seul. Il gère son temps. Et alors, ce qui est intéressant, alors je ne parle pas dans la période d'examen, mais quand un enfant, justement, est en période de révision, par exemple du brevet, du bac, où il va devoir passer pas mal de temps sur ses fiches de révision, tout ça, ce qui est bien, c'est qu'il se programme ses pauses. Je ne sais pas, vous connaissez la méthode du Pomodoro ? Ça veut dire tomate en italien. Je ne parle pas l'italien, mais je connais juste ce mot-là. Pourquoi la tomate ? Parce qu'à l'origine, c'est un minuteur. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont repris ce mot-là. Donc là, cette méthode-là, je ne dis pas que c'est la plus efficace, mais c'est celle qui est très utilisée. Généralement, c'est vous travaillez 20-25 minutes, vous faites une pause de 5 minutes. Vous recommencez 20-25 minutes, à nouveau pause de 5 minutes. Vous faites ça 3 fois et la 4e, vous faites une plus grande pause de 20 minutes. À peu près. Mais ce qui est intéressant, je trouve, au-delà de ça, c'est de ne pas attendre, de ne plus en pouvoir pour faire la pause. C'est pas je travaille tout ce que je peux et quand j'en peux plus, je fais la pause. Parce que le problème, c'est que votre cerveau, lui, il va garder en mémoire ce dernier instant où il n'en pouvait plus. Et quand il va falloir s'y remettre, votre cerveau, il va vous dire « Ah non, attends, moi, la dernière fois, c'était terrible, j'ai pas envie de recommencer. » Donc, ce qui est conseillé, c'est de ne pas attendre ce moment où vraiment on est au bout de sa vie, j'ai envie de dire. On va faire la pause quand ça va encore. Alors, quand on a quand même suffisamment travaillé, mais quand on sent encore d'attaque, on se dit « Bon, c'est pas grave, je me fais ma pause maintenant. » Comme ça, quand on reprend, le cerveau, il n'a pas gardé en mémoire ce mauvais souvenir de la dernière fois que je m'y suis mis, c'était trop dur, quoi. J'ai plus envie de refaire. D'accord ? Bon, donc les pauses, on se les programme à l'avance. Alors évidemment, quand on est grand, quand on dit un travail de 20-25 minutes avant la pause, s'il n'a pas terminé, il termine avant de faire sa pause, on est d'accord. Mais c'est juste une moyenne et ça dépend de la capacité de votre enfant à rester aussi concentré sur une tâche. Mais en principe, entre 20 et 30 minutes, c'est quand même bien après de se poser. Les pauses, juste une parenthèse, ça peut être une pause active, où l'enfant aura besoin de bouger, d'aller prendre l'air. Alors, peut-être pas trop surexcité, encore une fois, si, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des enfants avec des troubles de l'attention. Si c'est le cas, peut-être éviter qu'il y ait trop de moments d'action sur la pause. C'est-à-dire, s'il commence à faire une partie de foot pour se défouler, après, il va avoir du mal à se faire retomber la pression et se calmer pour pouvoir à nouveau se remettre au travail. Donc, plutôt des pauses calmes. Ça peut être, après, ça dépend de chaque enfant. Il y en a qui vont aller manger quelque chose, boire un coup, juste marcher un peu, ou alors faire un coloriage, un mandala. Il y en a que ça calme aussi, un petit peu de méditation. Enfin, voilà, chacun va trouver ce qui lui convient pour son petit moment de pause. Pour que ce ne soit pas non plus trop prenant, pour qu'il ait quand même cette capacité après à se remettre au travail. Parce que s'il attaque, je sais pas, je prends un exemple d'un plus petit, il se met dans sa construction de Lego ou de, je sais pas, de Capla, on va lui dire hey, t'arrêtes tout, tu reviens au travail, ça va être compliqué. Donc il faut que la pause soit quand même pas de trop grande durée et puis pas trop captivante non plus, quoi. Et j'entends au fond de vous la question du téléphone, c'est pas la meilleure des pauses. Parce que, en fait, qui dit pause, dit se mettre un peu au repos, notamment le cerveau. Même s'il ne s'arrête jamais complètement, mais lui permettre de décompresser aussi. Si votre enfant est en train de scroller sur son téléphone comme ça et qu'il continue, il est encore dans l'action. Alors, pas la meilleure, mais il est quand même en train de faire quelque chose et il ne se repose pas. Donc, le téléphone, je ne dis pas qu'il faut l'interdire, mais ce n'est pas le meilleur outil pour la pause. Vous pouvez répéter ce que tu dis ? Qu'est-ce qu'il y avait comme bonne pause alors ? Alors, ça peut être soit une pause active, des personnes, soit des enfants ou des adultes qui ont besoin de prendre l'air, 5 minutes, d'aller marcher un peu. Soit ça peut être, ne serait-ce qu'aller boire un peu d'eau. On évite les boissons trop sucrées, c'est pas bon non plus pour le cerveau.
soit de manger un petit quelque chose. Ou alors des pauses un peu plus calmes. Ça peut être, oui, faire des... Alors je disais des mandalas, mais ça peut être juste un dessin, un petit... Je sais pas, enfin, ceux qui sont passionnés par l'art, qui sont créatifs, faire des petites choses comme ça. Mais des choses, en tout cas, qui vont pas capter trop d'attention pour qu'après, on puisse se remettre au travail sans trop de difficultés. C'est bon ? Merci. Je t'en prie. Donc lire par exemple un livre pour un enfant en primaire. Alors, si c'est une pause ou c'est quand même un effort cognitif? primaire, quel âge? CO2, CM2? Alors, parce que fin de primaire, ça sous-entend que l'enfant maîtrise déjà la lecture, plus ou moins. Hein. Donc là, oui, il peut prendre un petit livre et il peut lire si c'est une histoire qu'il aime bien dans son livre ou une BD, il n'y a aucun souci. Encore une fois, il ne faut pas qu'après, il n'arrive plus à refermer le livre. Hein, mais il peut faire une pause lecture, il n'y a pas de souci. Si c'est un enfant qui est au CP, bon, alors déjà, il n'aura peut-être pas besoin de faire pause dans les travaux, enfin dans le travail, parce que je ne pense pas qu'il travaille très longtemps le soir. J'espère. Hein, un enfant en CP, c'est un quart d'heure, 20 minutes, hein, normalement. Hein. Des fois, j'entends des choses, ça me fait peur quand même. Hein. Pas que l'enfant travaille trop le soir, normalement. Mais s'il est plus petit et que la lecture est encore en phase d'apprentissage, ça ne va pas vraiment le détendre. Il va pas vraiment, sauf s'il adore ça. S'il adore et que pour lui, ce n'est pas une contrainte, il faut le laisser faire. Mais si c'est un travail supplémentaire, ça ne met pas son cerveau en pause. C'est ça le problème. Ça ne va pas être une vraie pause. À ce compte-là, il vaut mieux qu'il regarde des images dans le livre, etc. Et puis il reprendra la lecture un peu plus tard. Mais quand il adore la lecture... Ah bah, faut le laisser. Considérer une pause. Oui. Si pour lui, c'est un plaisir, un passe-temps, bah, ça peut être au même titre que quelqu'un qui va s'appliquer à bien colorier son mandala, ça va demander aussi quelque part de l'attention, un petit peu comme la lecture. Donc, si on reste dans le moment du plaisir, tout est bon. Il faut que ce soit du plaisir, en tout cas. Hein. C'est bon pour... Je continue ? On imagine qu'il a appris, qu'il connaît ses cours et maintenant il veut s'évaluer. Parce que toujours demander à papa, maman, c'est bien, mais il y a un moment, il va falloir qu'il soit autonome quand même, cet enfant. Hein. Donc plus il va grandir, plus il va commencer à se détacher et à essayer de vérifier par lui-même qu'il est capable d'apprendre tout seul une leçon et qu'il la connaît, sa leçon. Alors comment il va faire ? Il peut procéder déjà par flashcards. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe. Vous prenez une feuille, enfin vous, lui, hein, en l'occurrence, l'enfant, il prend une petite feuille. D'un côté, il va marquer la question. De l'autre côté, il marque la réponse. Et il s'interroge comme ça tout seul. Il a besoin de personne pour vérifier qu'il connaît son cours. Déjà, ça vous libère. Il peut faire des quiz. Alors, j'ai regardé, moi aussi, pour mes enfants, à l'époque, quand ils apprenaient des cours, il y a des fois, même sur Internet, vous pouvez trouver des quiz qui sont tout faits. Alors, ils vont peut-être pas calquer exactement la leçon du professeur de votre enfant, mais il peut retrouver peut-être quelques questions sous forme de QCM ou autres qui peuvent quand même le concerner. Et c'est aussi une façon de s'interroger et de vérifier que la leçon est apprise. Après, ce qui est sympa, c'est s'ils peuvent le faire à 2, à 3, entre enfants, ils s'interrogent, ils se posent des questions sur le cours. Ça, c'est aussi un bon moyen de vérifier qu'on sait sa leçon. Et puis, s'il y a quelque chose de fondamental qui nous est dicté par les neurosciences, c'est l'espacement et la réactivation. Si vous devez repartir avec 2 mots, c'est ces 2-là. Une personne qui apprend un cours. Généralement, qu'est-ce qu'ils font ? Oh maman, demain j'ai le contrôle d'histoire. Ah bah t'as révisé mon chéri ? Ah bah non, je vais le faire ce soir. Ouais, mais il y a combien de pages ? Bah il y en a 10. Ah bon, bah, tu vas faire ce que tu peux. Alors on peut assurer le minimum vital de la note pas trop catastrophique du jour au lendemain, mais ça sous-entend qu'une fois que le contrôle est passé, si on s'y est pris la veille, l'enfant, 3 jours après, il ne sait plus rien de la leçon. Parce qu'il a appris pour la note. Ça, c'est clair et net. Ça peut marcher, mais dans l'optique d'un passage de brevet ou pire, du baccalauréat, s'il fonctionne comme ça, ça veut dire qu'en fin d'année, il va falloir qu'il réapprenne tout ce qu'il a appris de l'année parce qu'il ne se souviendra de rien.
Donc il y a quand même une méthode qui a été longtemps expérimentée et qui est beaucoup plus efficace, c'est le fait d'activer à plusieurs reprises un cours. Je vous explique cette fameuse courbe, alors c'est la courbe d'Ebbinghaus, c'est monsieur Hermann Ebbinghaus, c'était un Allemand de fin 19e siècle qui a créé cette courbe et qui nous explique et nous apprend plein de choses. Quand votre enfant sort de la classe, de son cours, il connaît, alors bon, lui il est à 100. Moi, je vais être modeste, on va dire, il connaît, s'il a été attentif, hein, évidemment, à peu près 80% du cours. Donc, ça veut dire que le soir, il est capable de vous restituer à peu près 80% de ce qu'il a écouté la journée. Le problème, c'est que s'il ne fait rien de ces connaissances qu'il a acquises la journée, dès le lendemain, à J+1, il n'est plus qu'à 50% à peu près des connaissances. C'est-à-dire qu'en 24 heures, il a perdu quasiment la moitié de ce qu'il savait la veille, alors qu'il savait plein de choses. Et puis évidemment, plus les jours vont passer, moins il va lui rester d'informations. Alors que si le soir même, il réactive son cours, quand je dis réactiver, c'est pas relire la leçon. Relire la leçon, ça ne va pas servir à grand-chose encore une fois, parce qu'il n'active pas son cerveau. Réactiver, ça veut dire, il rentre chez lui, bon, il goûte, il se détend, tout ça, et il se pose la question. Alors, il va prendre un cours, hein, il ne va pas prendre forcément toute sa journée de classe, mais un cours, je ne sais pas, important, un cours d'histoire par exemple, et il va se dire, alors, aujourd'hui, on a parlé de quoi? Et il va essayer, sans son cahier, de se remémorer l'essentiel de la leçon. De quoi je me souviens? S'il a le courage, il met les idées principales, on va dire, sur une feuille. Et après, dans un deuxième temps, il reprend son cours et là, il complète. Il corrige ce qui n'allait pas éventuellement. Ça, s'il fait ça, c'est un premier ancrage dans son cerveau pour apprendre. Parce que là, il était à 80%. Ça veut dire que s'il fait ça, il reste à 80%. Et il suffit qu'il réactive peut-être 2 jours après, et puis encore 2 jours. Je pars du principe, par exemple, que c'est une leçon à apprendre pour la semaine d'après. Hein, s'il a une semaine pour travailler son cours, bon là, ils vous ont mis sur 1 mois ou 6 mois, mais ce qu'on veut dire sur cette courbe, c'est que il va réactiver tous les jours ou tous les 2 jours, et après, il va commencer à mieux connaître son cours. Donc là, il va pouvoir espacer de plus en plus. Et ce que j'explique aux jeunes qui viennent me voir, c'est que l'idée, c'est pas de passer plus de temps en faisant ça régulièrement, mais c'est de découper le temps qu'on avait prévu d'y passer. Admettons, j'avais prévu d'y passer 2 heures là, sur cette leçon. Et ben, au lieu d'y passer 1 fois 2 heures, je vais y passer 4 fois 30 minutes. Donc, j'y passe pas plus de temps, mais je passe un temps qui sera beaucoup plus efficace dans mes révisions, parce que ce qui se passe dans le cerveau, c'est que la première fois que l'enfant va apprendre son cours, il y a les neurones qui vont se connecter. Les neurones concernés par ça. Bon. Mais le problème, c'est que en l'ayant vu qu'une fois, cette leçon, les neurones, ils se redéconnectent. S'ils se reconnectent, qu'ils revoient la leçon une deuxième fois, ils vont se reconnecter. Et plus il va revoir la leçon, plus cette connexion va devenir forte, solide, et va rester. Et c'est ça qui va faire qu'il va garder en mémoire l'information. Donc s'il ne le fait qu'une fois, vous comprenez le principe, la veille pour le lendemain, ça se connecte et ça a tendance à se déconnecter. Donc il ne va pas rester grand-chose de l'information. Alors qu'en revoyant plusieurs fois l'information, eh ben, on va consolider la mémorisation grâce à ça, à la connexion des neurones. Et ça a ce double avantage qu'après, on va le garder dans le temps. Parce que le fait d'avoir ancré l'apprentissage dans son cerveau comme ça sur le long terme, on va pouvoir le garder en mémoire longtemps. Ça va être intéressant quand votre enfant va passer notamment son bac. Parce que s'il commence depuis maintenant à réviser régulièrement des cours, c'est-à-dire à réactiver les connaissances qu'il a, il va les garder en mémoire jusqu'au mois de juin. Alors que s'il se dit, on est au mois d'octobre, c'est bon, la philo, c'est au mois de juin, je verrai ça au mois de mai. Bah oui, mais là, du coup, il va tout oublier entre-temps.
Alors que si régulièrement, ça ne veut pas dire tous les jours, ça veut dire quand il a un moment, peut-être 1 à 2 fois par semaine, et puis après, une fois que c'est bien acquis, on peut espacer tous les 15 jours, et puis après toutes les 3 semaines, on espace de plus en plus en fonction des connaissances qu'on a sur le sujet. Mais ça va permettre de garder en mémoire longtemps. Alors que celui qui n'aura rien fait, et tout d'un coup, pour rattraper ce niveau-là, il va falloir qu'il rame et qu'il travaille énormément. Donc au final, il va travailler plus, de manière beaucoup moins efficace. Donc ça va être démotivation, ça va être manque de confiance en soi, enfin bon, la totale. Et le fait quand même d'arriver plus serein, parce que généralement ça permet d'arriver plus serein aux examens, puisqu'on est à peu près sûr de ses connaissances, ça permet aussi de mieux gérer son stress. Parce que combien de jeunes lycéens sont stressés? Il y en a quand même un paquet. Mais ce stress, je ne dis pas qu'il est dû uniquement aux apprentissages, mais si on a bien géré son apprentissage tout au long de l'année, généralement, il y a moins de raisons d'être stressé quand on arrive aux examens. Un petit peu de stress, ce n'est pas mauvais non plus, hein, mais il faut arriver à le doser. Il ne faut pas que le stress prenne toute la place sur les capacités. Ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose de fondamental, et surtout quand on est un ado, c'est le sommeil. Parce que pour pouvoir réactiver, ça suppose qu'on va laisser et espacer, ça suppose qu'on laisse du temps entre 2 séances d'apprentissage. Donc, évidemment qu'il va y avoir des phases de sommeil. Le sommeil chez un jeune, jusqu'à l'adolescence, c'est minimum 9 heures. Je le dis parce que avec les jeux vidéo, avec les téléphones, on a tendance à réduire son temps de sommeil. Or, pendant le sommeil, certes, le corps se repose, mais vous savez peut-être que le cerveau, lui, il continue de travailler. Le cerveau, pendant le sommeil, il a des phases où il va trier les informations, où il va consolider les connaissances, les apprentissages qu'il a vus dans la journée, voire les jours précédents. Et il peut faire ce travail uniquement si il est dans de bonnes conditions. C'est-à-dire s'il y a un sommeil de qualité, si on n'est pas agité, qu'on n'est pas en plein cauchemar en permanence, etc. Donc le sommeil, c'est fondamental. Chez les adultes aussi, mais en tout cas chez les adolescents, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. J'ai envie de dire que c'est la base de l'apprentissage. Parce qu'en plus, s'il arrive en cours et qu'il est fatigué, on voit bien qu'il va avoir du mal à se concentrer, qu'il va moins écouter et donc il va moins retenir ce qu'on lui a dit. Donc c'est vraiment la base. Le sommeil, l'attention, c'est les 2 ingrédients fondamentaux pour pouvoir apprendre dans de bonnes conditions et mémoriser les choses. Et donc, ça sous-entend que si on veut réactiver son travail plusieurs fois, il va falloir apprendre à s'organiser et à planifier son travail. Donc, c'est-à-dire se faire peut-être un planning de révision, se dire tel jour je fais telle chose, tel jour, tel jour, tel jour. Quand on est au collège, qu'on est encore petit, généralement les professeurs donnent quand même les devoirs en principe un peu en avance. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est prendre juste une feuille blanche comme ça, avec peut-être les pochettes plastiques là, transparentes. On se fait toute la semaine, lundi, mardi, mercredi jusqu'au dimanche. Et puis, avec un feutre Velleda, on se dit, tiens, je prends mon agenda et j'ai, par exemple, du vocabulaire d'anglais à apprendre pour vendredi. On est lundi, je vais me dire que je vais commencer lundi. Je vais en remettre un peu une couche, peut-être mercredi, parce que j'ai du temps. Et puis encore jeudi, pour réviser pour le vendredi. Vous voyez, l'idée d'étaler, de lisser sur toute la semaine, ou sur 15 jours, ou sur le mois, tout dépend le travail à faire, mais le travail, ne pas faire à la dernière minute, surtout qu'en plus au collège, généralement, les profs peuvent des fois en rajouter au dernier moment, mais planifier son travail, ça va permettre les réactivations, si on le sait à l'avance, qu'on s'organise comme ça. Et ça, c'est encore une sorte de rituel, quoi. C'est un rythme à prendre. Le samedi matin, par exemple, votre enfant, il ouvre son agenda, prend note, et puis il se fait son planning de la semaine. Et comme ça, il y a moins de mauvaises surprises. Il peut s'organiser en fonction de ses activités, en fonction d'autres paramètres qui rentrent en jeu aussi. Il n'a pas de mauvaises surprises. Et ça évite qu'il se retrouve acculé à la dernière minute avec une tonne de devoirs et se coucher à minuit et puis pas avoir sa quantité de sommeil requise. Okay. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que je vous ai raconté ?
tout est clair? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir glané 2-3 renseignements ou c'était déjà ce que tout le monde faisait à la maison? Non? Bon. Pas tout. On avait quelques idées, mais entre avoir des idées et le faire... Oui, voilà. Voilà. Donc c'était très, très utile et très clair. Bon. Alors, je termine, hein, parce que j'ai pas... Je vais bientôt vous lâcher, mais j'ai encore 2-3 choses à vous dire. Ah, juste une question, oui. Moi, en fait, tout ce que tu dis là, c'est bien, mais alors, le mot la flemme avec notre Thomas, c'est souvent ça. Donc, en fait, lui demander de faire la feuille, de faire les choses, si un des deux n'est pas à côté de lui pour lui faire, il se passe pas grand-chose quand même. Ouais. Tu vois, c'est... Eh ben donc, ouais. en fait, ça paraît... Je comprends bien. C'est la phase de... Comment on passe le premier L'enclencher. coup de cliquet, Alors, qu'il le justement... Voilà. J'allais y venir. L'enfant, alors au début, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, s'il n'a pas eu l'habitude de le faire, c'est sûr que pour lui, c'est un peu une révolution. Et puis, si on lui dit, mon petit bonhomme, au lieu d'apprendre ta leçon 10, je reprends toujours l'histoire, je ne suis pas focalisée dessus, on va apprendre les sciences. Au lieu d'apprendre ta leçon de sciences en une fois, tu vas la revoir 3 fois. Il dire non, c'est bon, 3 fois plus de travail, tu vas pas m'avoir. Donc, faut lui faire comprendre que l'idée, mais vraiment insister là-dessus, c'est pas 3 fois plus longtemps, c'est le même temps consacré, mais coupé en 3. Mais sans y passer plus de temps. Qu'il fasse au moins l'essai une fois et qu'il voit le résultat. Est-ce qu'il va voir une différence entre le fait de l'avoir fait en une seule fois, un peu à l'arrache la veille, et qu'au final, il retient juste l'essentiel pour éventuellement le cours ou le contrôle, et puis 2 jours après lui demander tu te souviens, c'est quoi ta leçon au fait mais généralement il ne va plus se souvenir de grand chose. Ou alors dire écoute, je te propose d'essayer une autre méthode. Donc on planifie, on s'y prend à l'avance, on n'y passe pas plus de temps, mais il faut mettre même un timer, un chronomètre comme ça, pour bien lui montrer qu'on ne triche pas, que c'est vraiment le temps qu'on a prévu d'y consacrer, et voir l'efficacité. Est-ce que tu as vu une différence? S'il dit non, c'est sûr, mais normalement, s'il est honnête, il doit en voir une. C'est-à-dire lui demander 3 jours après, alors tu te souviens encore de certaines choses ou pas? Et normalement, s'il s'y est pris à l'avance, là, il se souvient de choses. Alors dans certaines situations, on va dire moi, je ne reverrai plus jamais, je m'en fiche. Bon, ok, il y a peut-être des cours pour lesquels ça ne vaut pas la peine d'y consacrer trop de temps. Mais il y a peut-être d'autres matières plus importantes où là, c'est quand même intéressant. Donc, c'est dans un premier temps l'accompagner sur cette planification, cette organisation, parce qu'il ne va pas le faire tout seul, ça c'est sûr. Non mais j'ai accompagné mon grand, c'est pareil, on a commencé ça au lycée, donc il était grand, mais malgré tout il ne l'avait jamais fait. Donc lui expliquer comment s'y prendre. Alors choisir une forme de planning, ce qui convient le mieux, et dire, voilà, regarde, tous les devoirs que tu as à faire cette semaine, comment est-ce qu'on peut s'organiser ? Madame Bello, tu sais, la voisine, elle a dit que ce serait bien, il viendra me trouver si ça lui convient pas, ce serait bien que, par exemple, ton vocabulaire d'anglais, au lieu de t'énerver dessus un quart d'heure, ou rabâcher, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien de rabâcher. Le cerveau, il ne voit plus l'intérêt. Donc lui, il se déconnecte. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux refaire. Il sera plus frais en le faisant plusieurs fois qu'en le faisant une fois, mais en insistant lourdement. Donc, ton vocabulaire d'anglais, tu as tant de temps pour le travailler, je te propose qu'on le voit 2, 3, 4 fois. Petite astuce, quand on apprend du vocabulaire d'anglais, je dis d'anglais, d'espagnol, d'allemand, de ce que vous voulez, une petite méthode qui marche bien, c'est de prendre des petites feuilles de papier, par exemple, et d'écrire le mot, alors, bêtement pour le vocabulaire, d'écrire le mot en anglais, en espagnol, en allemand, et puis derrière la signification. On se fait une petite pile. S'il a 20 mots, par exemple, à apprendre, je fais ma pile et j'y vais, j'apprends. Bon, toc, il apprend. Alors au début, si c'est tout nouveau, vraiment, ça va être un peu compliqué, mais petit à petit, il y a des mots, il va les savoir, il va les connaître. Ceux qu'il connaît, il va les mettre dans une pile qui va se faire à droite. Et ceux qu'il ne connaît pas, il les garde à gauche. Et après, il ne va justement à la deuxième séance, par exemple, il ne va retravailler que ceux de la pile de gauche.
Parce que généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment bien retravailler ceux qu'ils connaissent déjà, parce que c'est rassurant, parce qu'on se dit, ah ouais, ça y est, je les sais, c'est bon. Et puis ceux qu'on ne connaît pas, ben, on les met un petit peu de côté. Donc là, non, on se confronte au problème. Ceux que je connais, je les laisse de côté pour l'instant, et je me consacre à ceux que je ne connais pas. Donc deuxième séance, il a une petite pile qui est réduite, donc déjà, c'est motivant de voir que la pile, elle a diminué. Il recommence, il y en a qui vont passer à droite, il y en a qui restent à gauche. Et puis il fait ça 2-3 fois. Une fois qu'ils sont tous à droite, il les reprend tous une fois et là il vérifie. Enfin, s'il y en a qui l'a oublié, il les rebascule à gauche. Mais généralement, bon, le principe c'est quand même assez. Mais voilà, ça permet de voir aussi son avancement dans le travail, de voir que la pile diminue, qu'on commence à apprendre des choses, que ça commence à rentrer. Et puis en plus, c'est plus efficace. Ou de revoir tout le temps, enfin, alors que des fois on perd du temps, parce que si le cerveau le sait le lundi, généralement il le sait le mardi. Bon, après il ne le sait pas pour une semaine ou 15 jours, mais du jour au lendemain il le sait. Donc s'il y a une révision qui est faite, autant se concentrer, se focaliser sur ce qui reste à connaître. Et ce qui est déjà su, ben, on le laisse de côté. Et on le reprend un petit coup, on réactive quand même une dernière fois, mais il n'y a pas besoin de s'attarder. D'accord? C'est bon? Alors, pardon? On va parler fort. Ouais, c'est ça. Non, on me dit que non. Alors, oui, c'est bien beau ce que vous me dites, mais moi, mon enfant, il veut pas se mettre au travail. Bon, alors déjà, un enfant, et encore plus un enfant avec un trouble de l'attention, j'insiste là-dessus, mais parce que j'en vois défiler beaucoup au cabinet, le TDAH, en ce moment, comme on le détecte de plus en plus, on se rend compte qu'il y a pas mal d'enfants finalement qui sont concernés, et ça touche aussi les adultes, entre parenthèses. On met en place un rituel, c'est-à-dire que tous les soirs, l'enfant, il rentre, alors je sais pas, il goûte, il se détend un certain temps, et il se met au travail. Ou il prend sa douche, il se met au travail, peu importe ce que vous mettez en place, et il faudrait que ce soit tous les jours comme ça. Alors, au début, il va faire la tête, il ne va pas vouloir, il va falloir peut-être se fâcher un peu, forcer, mais après, ça va devenir une habitude. On ne lui demande pas tous les matins de prendre son petit déjeuner, de se brosser les dents, de s'habiller pour aller à l'école. En principe, c'est des choses qui se font naturellement, en principe, parce que c'est rentré dans les habitudes. Quand on n'a pas de marge de négociation, enfin de la part de l'enfant, qui sait que ça se passe comme ça, qu'il rentre, il goûte, il se détend et il se met au travail, et c'est tous les jours comme ça, non négociable, il y a un moment, il va lâcher prise. Et il va s'y mettre. Mais il faut que vous, de votre côté, vous ne lâchiez pas. Hein, ça, c'est sûr que si, dès la première fois qu'il vous dit « Ah ben non, vous laissez tomber », bon, il va falloir faire un peu de résistance. Mais mettre en place des rituels, ça va lui donner un cadre aussi, et ça va l'aider à se mettre au travail, à rentrer dans le travail, parce qu'il sait qu'après telle activité, telle chose, c'est le moment du travail. Et il n'y a rien d'autre, tant que le moment du travail n'est pas passé. Donc, déjà ça. Après, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, nous y voici. Votre enfant, il a passé en moyenne 6 heures ou à peu près assis en classe sans bouger, parce que le professeur, il ne veut pas qu'on bouge. Bon, et bien votre enfant, quand il rentre le soir, il a peut-être plus envie de travailler assis bien calmement à son bureau. Il a peut-être envie de travailler couché par terre. Il a peut-être envie de travailler en bougeant. Et je pense aux petits qui apprennent des poésies. Combien font gna 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 gna. Eh bien, il faut le laisser faire. Parce que, en fait, en bougeant, il bouge son cerveau, il l'active aussi. Donc, c'est une manière pour lui de se mettre dans une phase de travail. Donc, je sais, et encore plus moi qui suis plus âgée que vous, nous, notre génération, c'était tu te mets assis, tu bouges pas, tu travailles. Ben ouais, mais sauf que c'est pas la manière la plus efficace. Il y a des enfants, alors il y a des enfants pour qui ça va. Hein, ça veut pas dire que ça ne fonctionne pour personne, mais ça veut dire que pour bon nombre d'entre eux, eh ben c'est pas la position qui va leur être la plus confortable pour travailler. Il y a des enfants qui ont besoin de travailler debout, même s'ils gesticulent pas, mais ils préfèrent se mettre debout, pour travailler. Donc ce que vous pouvez faire, si vous avez un petit tableau, vous pouvez le faire écrire au tableau. Si vous n'avez pas de tableau, système D, on prend des feuilles, on les met avec de la pâte à fixe, on les fixe sur le mur, et puis on le fait écrire comme ça au tableau. Il est debout, il peut bouger, il est actif, et ça va peut-être aussi le motiver à se mettre au travail.
Alors que s'il doit se rasseoir, alors que toute la journée il a été assis, il n'a peut-être plus envie. Hein. Donc là, il faut lâcher prise un peu et lui permettre de travailler dans la position qui lui convient. Alors, sans qu'il en abuse, hein. Quand on dit lui permettre d'être en mouvement, c'est pas danser non plus, enfin, voilà, dans une certaine limite, mais voilà, comprendre que des fois l'enfant a besoin quand même de bouger. Ce qui est important aussi, c'est de le laisser choisir. Alors, quand vous l'accompagnez, hein, si vous travaillez avec lui, choisir par quelle matière il a envie de commencer. Ça, plutôt que de lui imposer. On ouvre l'agenda. Alors, t'as quoi à faire? Ah, t'as des maths. Bon, bah tiens, on va faire les maths. Oui, mais lui, il avait peut-être envie de commencer par la géo, ou par le français, ou par autre chose. Dans la mesure où ça n'a pas d'importance en soi, autant le laisser commencer par ce qu'il veut. Et lui faire le travail dans l'ordre qu'il veut. Du moment que tout est fait, au final. Et ça peut aussi le motiver à travailler. Et alterner un travail un peu plus, qui va demander peut-être plus de concentration, avec un travail un peu plus cool, genre, je sais pas, le dernier chant à apprendre ou des choses comme ça. On alterne comme ça permet, et on n'oublie pas les pauses, hein, de décompression aussi. Et puis on va essayer de trouver sa motivation. S'il est petit et qu'il apprend une leçon d'histoire, allez, je reprends l'histoire, et ben peut-être que lui faire manipuler des Playmobil, des Lego, des choses, ça va l'aider à apprendre. Moi, j'ai travaillé, c'est un exemple, avec un petit qui était en CM2, c'était la fuite de Louis XVI à Varennes. Eh ben, on a pris le carrosse, les Playmobil, les chevaux, ils sont tous partis à Varennes et il les a fait bouger et tout ça. Et du coup, ça a très bien marché parce que c'est un enfant qui avait besoin de concret, qui avait besoin de manipuler. Donc ça lui parlait beaucoup plus que simplement reprendre son texte et puis vas-y, tu lis et t'apprends, quoi. Vous avez coupé la tête des Playmobil. On n'est pas allé jusque-là, j'avais pas la guillotine, c'était juste le départ à Varennes. Mais on peut pousser plus loin. Et faire du lien, alors les grands ils vont peut-être moins manipuler comme ça, mais en tout cas faire du lien avec du concret aussi. Il faut que ça fasse sens. On n'apprend pas quelque chose qui ne fait pas sens. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure avec les nombres. Donc rattaché à du concret, du vécu, enfin toujours quelque chose qui va lui évoquer autre chose pour qu'il fasse des liens. Ça c'est important aussi. Et puis, peut-être, en tant que parent, se détacher aussi des notes et des résultats purement scolaires, mais voir, se concentrer ou attacher plus d'importance à l'évolution de votre enfant. Ok, tu avais 8 la dernière fois, tu as 12 maintenant. Bon, 12, c'est pas encore terrible, mais n'empêche, tu es passé de 8 à 12. Et valoriser ça, valoriser les progrès, les efforts qu'il a fait, plutôt que la note finale, quoi. Qui certes a une certaine importance, mais lui, il va apprécier que vous le mettiez en valeur et que c'est aussi une grande source de motivation de voir que il progresse. Alors certes à son rythme, peut-être pas aussi vite que vous voudriez, mais il progresse. Et c'est ça l'essentiel, c'est de voir que la courbe elle monte plutôt que de redescendre. Voilà. Et puis, quand l'apprentissage reste compliqué avec les parents, pas tant que moi avec mon petit bitonio là, mais il veut plus. Bon, il est fatigué. J'ai dépassé le temps requis pour la conférence. Non, c'était juste pour vous dire que justement, des fois, on met plein de choses en place, mais qu'au final, merci, ça reste, on a l'impression pas très efficace, qu'on y passe encore beaucoup trop de temps. Et c'est peut-être que les stratégies qu'on met en place, elles sont pas assez efficaces. Alors stratégie quoi? D'apprentissage. Le fait, je vous ai parlé tout à l'heure, de transformer des leçons en fonction du profil de votre enfant. Il va apprendre plus facilement d'une manière que d'une autre. Donc si on a compris ce qui lui convenait, c'est top, parce que du coup, on va avancer vite et bien. Mais si on ne comprend pas, et puis si en plus, on ne fonctionne pas comme lui, combien de parents me disent « Ah, mais je lui explique, mais il ne comprend pas. » Ben oui, mais vous lui expliquez d'une manière, et lui, il comprend à sa façon, mais autrement. Donc, forcément, des fois, c'est incompatible. Donc là, c'est là qu'on vous invite à aller voir un orthopédagogue qui, lui, va prendre le relais, va comprendre son fonctionnement et va pouvoir mettre en place les stratégies efficaces pour passer moins de temps sur les devoirs, pour retrouver de la motivation, de la confiance en soi et tout ce qui va avec. Et au passage, ne faites pas les fiches de vos enfants.
Hein? Parce que je lui ai fait des fiches, mais il n'a rien retenu. Ouais, par contre, vous êtes au top. Ah bah oui, c'est pas nous qui faisons les fiches. Celui qui fait la fiche, il est actif. C'est ça qui est bien. Mais du coup, c'est l'enfant qui doit faire sa fiche pour que lui soit actif, parce que c'est lui qui va devoir retenir la leçon. D'accord ? Donc, on ne fait pas les fiches à leur place. On peut les guider, les aider, surtout s'ils sont petits, ils ont besoin d'accompagnement, mais on ne fait pas à la place d'eux. Ça, c'est la plus mauvaise des solutions. Voilà. Si vous êtes intéressé, je peux proposer un atelier dans lequel il y aurait le parent et son enfant pour voir justement votre fonctionnement à vous deux et comprendre peut-être pourquoi des fois ça marche pas bien. Si vous passez beaucoup par le langage, les mots pour expliquer, alors que votre enfant a besoin de concret, a besoin de visuel et tout ça, forcément vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, donc ça peut être compliqué. Donc ça peut être un atelier qui vous apprend plein de choses sur vous à raison de 2 matinées de 3 heures. Donc, voilà. Donc j'ai pas de date d'arrêter pour l'instant, c'est juste comme ça. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, tout était clair et limpide. Alors pour les enfants qui sont HPI ou THPI et qui ne comprennent pas, comment ils comprennent ? Alors il faut voir après comment eux fonctionnent. Et puis, ce qui est mis en place en classe, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour eux dans la classe ou pas ? Et un enfant qui est HPI, lui, il peut être très performant sur certaines choses et pas sur d'autres. Et généralement, les résultats sont en décalage parce que c'est des enfants qui ont tendance à aller à l'essentiel. Je prends un exemple concret. Il va avoir un problème de maths, il va mettre juste la réponse. C'est à peu près ça ? Voilà. Alors que le prof, il attend quoi ? Tout le raisonnement, le détail. Et lui, il ne voit pas l'intérêt de ça. Lui, il voit le but final qui est la réponse. Donc lui... Il n'a pas vu comment il avait raisonné. Il ne s'est pas rendu compte de comment il avait raisonné. Il n'en prend peut-être pas conscience. Et puis, il ne va pas prendre le chemin le plus simple pour raisonner. Et des fois, il va prendre des détours. Et puis, il va chercher des complications mais qui, pour lui, sont d'une simplicité évidente, mais pas pour nous, quoi. Donc, il y a une prise de conscience de ça. Et puis après, en fonction de la personne, parce que il n'y a pas d'accompagnement universel. On s'adapte vraiment à chaque personne. C'est en fait le tailleur qui fait le vêtement sur mesure pour chaque personne. Donc après, c'est à voir son fonctionnement, comment on peut l'aider pour essayer de mieux comprendre aussi ce qu'on attend de lui. Parce que lui, il a sa vision des choses, mais il y a aussi l'enseignant qui attend d'autres choses. Et ça, il faut juste qu'il en prenne conscience des fois. Ça peut être... Donc, si j'ai bien compris, pour les enfants qui viennent au cabinet, la première phase, c'est de déterminer leur façon de fonctionner, c'est ça ? Alors, la toute première séance, je la fais toujours avec le parent et l'enfant. Parce que je prends déjà des informations. C'est important, c'est fondamental de savoir dans quel environnement, en fait, l'enfant évolue. Parce que ça peut avoir un impact... alors, souvent positif, mais malgré tout, ça influence énormément l'enfant. Et après, alors il y a 1 ou 2 séances où je lui explique un petit peu ce qui va se passer entre nous, etc., avec notamment la symbolique de l'arbre. Bon. Et après, je lui fais faire un test pour voir comment il fonctionne vraiment. Mais ça ne veut pas dire que pendant les 2 séances d'avant, moi, je n'ai pas déjà pris des indices. Mais le test, ça me permet vraiment de clarifier les choses. Et à partir de là, quand on voit comment il fonctionne, on met en place des choses qui vont être adaptées spécifiquement à cette personne-là. Je dis personne parce que c'est valable pour les enfants, mais c'est valable pour les adultes. Un adulte qui veut savoir aussi comment lui fonctionne, ça peut être tout à fait intéressant. Ça peut être très intéressant dans une famille. Je ne sais pas, on ne comprend pas son conjoint parce que lui, il m'énerve, il fait toujours ça, et gna gna. Ben ouais, mais lui, une fois qu'on sait comment il fonctionne, on comprend mieux pourquoi il agit comme ça. Ou des gens qui parlent tout le temps. Je ne sais pas, c'est un exemple comme ça, mais dans son coin, il parle. Ben oui, mais ça, c'est ce qu'on appelle, nous, un séquentiel. C'est quelqu'un qui va être beaucoup dans le langage, dans l'audition, dans tout ça. Donc lui, il va avoir tendance à se parler. Alors que l'autre, il va être dans son coin, il ne va pas parler. Donc ça peut énerver. Un exemple tout bête, par exemple, vous rentrez dans un grand magasin.
il y a la personne qui va voir le premier rayon. Il va voir ce qui se passe devant. Et puis il y a la personne qui va déjà voir ce qui se passe au fond, parce qu'il aura un petit peu balayé tout le magasin. Mais ça va dépendre justement des profils. Il y a celui qui va s'arrêter au premier rayon, puis il y a celui qui aura déjà tout vu. Donc c'est deux façons différentes de fonctionner. Celui qui se sera arrêté au premier rayon, par contre, il aura eu tous les détails. Alors que celui qui aura vu jusqu'au fond, il aura vu vaguement que le bricolage c'est là c'est, je sais pas, la cuisine, machin et tout. Mais il n'aura pas de détails. Mais il aura une vision globale des choses. Et ça, c'est valable sur les apprentissages. Il y a celui qui va vouloir avoir une vision globale de sa leçon, de son cours, et puis il y a celui qui va vouloir entrer dans tous les détails du cours, parce que chaque mot est important. En lecture, c'est pareil. Une personne qui lit un roman, il va y avoir celle qui va lire chaque mot, parce que pour elle, elle pense que l'auteur a choisi chaque mot bien précis pour faire sa phrase et que ça donne un style particulier. Et puis il y a celui qui va lire un peu en diagonale, parce que lui, ce qu'il veut, c'est avoir l'histoire, et puis bon, qu'il emploie tel ou tel mot, ça lui passe un peu au-dessus, quoi. Donc on a chacun notre façon de voir les choses. Et c'est quel type de test? Est-ce que dans ce type de test, vous êtes capable aussi de déterminer les enfants TDAH? Non, pas du tout. Non, alors le TDAH, on le voit déjà, nous, on ne fait en tant qu'orthopédagogue aucun diagnostic, que ce soit de HPI, TDAH, TSA, enfin trouble de l'autisme, tout ça. C'est pas notre rôle. Par contre, bon, quelqu'un qui a un bon TDAH, on le repère, nous on a l'habitude, on le repère quand même assez vite. Non, c'est un test alors que je fais parce que j'ai été formée au centre de Bordeaux, et il n'y a que sur ce centre-là, il me semble qu'on fait ce test, qui vient du Québec, parce qu'on est en relation avec les auteurs de ce test qui sont québécois. Et c'est un test où simplement, alors en fonction de l'âge de l'enfant, ce ne sera pas tout à fait les mêmes questions, mais on va lui poser des petites questions toutes bêtes. Quand tu joues avec un jeu, est-ce que tu aimes bien le désosser pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que tu prends soin de tes affaires? Voilà, ce genre de choses. Et nous, ça va tout de suite nous donner une idée de son profil, de la façon dont il fonctionne. Et à partir de là, voilà, on voit ce qui lui convient, ce qui lui convient moins. Donc si je reviens à la souris, quand on voit l'orthographe, c'est quel profil? J'ai pas entendu le début, pardon, si. Si je reviens à la souris, pour la personne comme moi qui voit l'orthographe, l'écrit, c'est quel profil? A priori, vous êtes plutôt attaché aux mots. Donc, les mots ont de l'importance. Enfin, après, il y a juste ça. Je peux pas vous faire... J'ai pas de boule de cristal, mais vous allez, a priori... Est-ce que je me trompe si je vous dis que vous êtes une personne qui avance plutôt étape par étape? Ou est-ce que vous avez une vision globale des choses? Exemple concret, vous avez un mode d'emploi, IKEA, un meuble à monter. Vous allez faire quoi? Vous lisez tout d'abord. D'accord. Parce qu'il y a les personnes qui vont faire étape 1, je sors les vis. Je sors les vis. Étape 2, je prends mon marteau. Enfin, les vis et le marteau, non, ça va pas aller. Le tournevis. Enfin, vous voyez, chaque personne va avancer différemment. Alors, vous pouvez être dans la simultanéité, mais en étant quand même ce que nous, on appelle simultané verbal. C'est-à-dire avoir une vision globale des choses, faire des liens entre les choses, synthétiser, avoir l'esprit de synthèse, peut-être, plus, mais par contre, attacher de l'importance aux mots. Je ne sais pas si ça vous... Il faudrait qu'on échange un peu plus pour que j'en dise plus sur vous. Mais voilà, ce serait plutôt ce profil-là, a priori. Mais par contre, ce n'est pas parce que vous êtes comme ça que votre enfant est comme ça. On est d'accord, ce n'est pas du tout héréditaire. Et ce n'est pas parce qu'un des fils est comme ça que dans la fratrie, tous les autres vont fonctionner de la même façon. On est bien d'accord aussi. Donc c'est vraiment particulier, spécifique à chaque personne. Alors après, on retrouve des profils identiques, bien sûr. Mais dans une famille, dans une fratrie, on peut avoir tous des profils différents. Ça peut être intéressant dans une famille. Moi, j'en ai un, il a plus l'esprit créatif. Bon, si je sais que je veux chercher des idées sur quelque chose, c'est lui que je vais trouver. Et puis j'en ai une autre, elle va plus être minutieuse dans le détail, tout ça. Bon, si je veux qu'elle me fasse une belle affiche pour quelque chose, hop, je vais la choper, elle. Enfin, vous voyez, après, voilà, chacun a son rôle dans la famille, ça peut être intéressant aussi. Oui. Du coup, donc j'entends bien que c'est pas le rôle de l'orthopédagogue de poser un diagnostic, mais s'il y a effectivement un truc qui vous saute à la figure, du genre le gamin il est vraiment très TDAH ou il a vraiment un gros TDA, comment vous réagissez par rapport à ça?
Alors, généralement, les gens qui viennent au cabinet, ils ont déjà quand même une idée de ce que l'enfant a comme trouble. Enfin, c'est rare qu'on vienne tout neutre, puis me dire « Ah, bah tiens, vous trouveriez pas un truc ?» Alors, encore une fois, le TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus détecté. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est devenu à la mode. En fait, c'est juste qu'on le met de plus en plus en évidence, alors qu'avant ça ne l'était pas. Donc là, il y a des spécialistes qui vont se charger de poser des questions, de faire des investigations, on va dire, pour voir s'il y a un trouble de l'attention. S'il y a l'hyperactivité, franchement, ça se voit assez vite, hein, même en cabinet, parce que moi, ça m'est arrivé, enfin là, j'en ai un actuellement. C'est pas qu'il tient pas assis sur la chaise, c'est qu'il va à l'autre bout, il me déglingue le store, il est partout dans la pièce, quoi. Hein. Donc là, c'est à peu près, enfin à moins d'un autre souci, sinon bon, ça associé à, c'est pour ça que la première séance avec les parents est fondamentale, parce que je prends plein d'informations. Si le moment des devoirs, ça se passe mal, c'est compliqué. Alors lui, pour le coup, rester assis après ses 6 heures de cours, c'est même pas la peine d'y penser. S'il est impulsif, il n'attend pas la fin de la question pour répondre. S'il parle tout le temps, qu'il coupe la parole à table, à tout le monde, enfin, ce genre de choses, il y a quand même des indices qui vont nous mettre la puce à l'oreille. Mais en aucun cas, c'est moi qui vais vous dire « Ah bah dites donc, votre fils, il a un TDAH. Hein » Mais bon, on peut orienter un peu, quoi. Et après, du coup, vous envoyez les familles faire un diagnostic chez un autre professionnel? Alors, mon rôle, c'est pas de faire faire des diagnostics ou pas. Moi, je ne suis pas là pour ça. C'est-à-dire que moi, je vais tenir compte de son TDAH pendant les séances, déjà, parce que je vais essayer de lui proposer des activités où il va pouvoir bouger un peu plus, où ça va être... innovant, moins monotone, ou parce que je sais que c'est des enfants à qui il faut capter l'attention et la motivation, et c'est pas toujours évident. Donc on va travailler par rapport à ça en amont, nous, en tant qu'orthopédagogue. Après, voilà, les parents, soit ils font quelque chose ou pas. Il y a des parents qui vont mettre leur enfant sous médication, sous Ritaline, par exemple, qui vont prendre la décision, mais avec le médecin, et ça, c'est pas mon rôle de le faire. Mais voilà, ça peut être intéressant. Et moi, du coup, je vais travailler peut-être accentuer mes séances sur l'attention, comment on peut être vraiment très attentif en classe, parce que c'est ce qui fait défaut, comment on peut essayer de calmer un peu l'impulsivité, l'inhibition, parce que c'est des gens qui sont très spontanés, hein, trop spontanés parfois. Donc voilà, on essaie de trouver des petites stratégies pour mettre en place des choses qui vont leur permettre d'essayer de limiter un petit peu, on va dire, les dégâts en classe, quoi. Mais surtout, si vous êtes dans ce cas-là, il faut que les enseignants soient au courant. Ça, c'est important. Alors, les enseignants, typiquement, ne sont pas formés. C'est le problème. Hein. Et vous allez leur dire le mot, ils vont peut-être même vous regarder avec des gros yeux en disant « Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?» Mais c'est important de leur expliquer pour qu'ils le comprennent. Et quand on comprend quelque chose, on l'accepte mieux aussi. Hein. Et après, s'il est de bonne volonté, il peut mettre en place aussi des petites choses en classe. Pas forcément grand-chose, mais rien que la place dans la classe, ça peut être important pour l'enfant, de lui permettre de bouger un petit peu de temps en temps en l'envoyant, je sais pas, dans la classe d'à côté chercher quelque chose. Voilà, lui permettre d'avoir une soupape un peu. D'autres questions ? Est-ce que du coup vous pouvez intervenir dans le cadre de la dyslexie, la dysorthographie ? Alors, je suis totalement différente, mon travail en tout cas est totalement différent de celui de l'orthophonie. Hein. Si votre enfant vient avec une dyslexie, moi je ne vais pas travailler là-dessus. Je vais en tenir compte éventuellement, mais pour les activités que je mets en place, généralement, ce n'est pas très dérangeant. Sachant que de toute façon, la dyslexie, on est d'accord, tous les 10, c'est à vie. Hein. Alors, on peut faire en sorte d'atténuer et que ça aille mieux, bien sûr. Hein. Je ne suis pas en train de couler, mais il faut avoir conscience que quand on a un trouble de 10, généralement, on l'a ad vitam aeternam. Donc, on essaie de trouver là aussi des astuces, des stratégies pour qu'on le vive le mieux possible. Et ce qui est intéressant quand il y a une dyslexie, c'est justement d'aller voir s'il n'y a pas en amont un TDAH. Ce n'est pas obligatoire, mais souvent, le TDAH va enclencher d'autres troubles 10. Et si on ne remonte pas jusqu'à la source, on va traiter la dyslexie, alors qu'en fait, il y a peut-être autre chose à traiter
Notamment, si c'est un TDAH, le problème de l'attention, qui est peut-être à l'origine aussi de cette lecture un peu compliquée, parce que l'enfant, il n'arrive pas à rester calme et attentif. Vous voyez, donc déjà, être sûr qu'on a bien le bon trouble à travailler. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas orthophoniste. Ça, c'est clair, je ne fais pas du tout le même travail. On est complémentaires, par contre, mais on ne travaille pas de la même façon. Est-ce que du coup, vous utilisez l'ordinateur ou la tablette ? Non. Les écrans. Alors, ça m'arrive, notamment, je pense à une séance, quand je leur fais travailler sur l'attention. Donc, je vous ai dit, tout un travail autour de l'attention, et notamment sur les distracteurs. Donc, typiquement, je leur donne un texte de lecture, que pas compliqué, parce que le but, c'est pas de les piéger, avec des questions, et je leur mets, alors j'aime bien mettre les mignons, mais on peut trouver autre chose, sous le nez, voilà. Je dis, vas-y, travaille. Bon. Et il y a ceux qui arrivent à se concentrer, ils sont rares. Et puis il y a tous les autres qui passent leur temps comme ça. Et au bout de 10 minutes, je dis alors, t'en es où ? J'ai rien fait. Bon, voilà. Donc leur faire juste prendre conscience que là, il y a un distracteur qui est très puissant et que, notamment quand on rentre à la maison le soir, si on travaille dans le salon, on fait en sorte que la télé soit pas allumée, quoi. Enfin, ou on tourne le dos, ou je sais pas, mais voilà. Donc c'est à peu près le seul moment où je vais mettre un écran. Non, sinon, ils sont actifs. L'idée, c'est ça, c'est de leur faire comprendre qu'il n'y a que quand ils seront actifs qu'il va se passer des choses. Donc, soit ils font un dessin, soit ils sont en pleine réflexion, mais il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est moins une question qu'une remarque, mais en fait, dans le titre de votre métier, orthopédagogue, vous apprenez en fait de la pédagogie. À transmettre aux parents et aux enfants. Vous apprenez à apprendre. Oui, vous apprenez, alors en fait, dans ortho, c'est l'idée de corriger. Oui, voilà, de correction. De corriger la pédagogie. Enfin, corriger, encore, c'est peut-être pas vraiment le bon terme, mais plus de l'orienter de manière à ce qu'elle soit efficace et bien faite pour la personne concernée. On a tout un univers aujourd'hui de professionnels autour, effectivement, de l'apprentissage des enfants. Il y a les psychomotriciens, il y a les orthophonistes, il y a les pédopsychologues. Et on en a beaucoup autour de nous ici à Noisy-Bailly, on a de la chance, mais effectivement, les choix et vers qui s'orienter ensuite, c'est être bien au courant de ce que vous allez pouvoir proposer et ne pas proposer. Oui, et pour avoir été enseignante, je suis bien placée. Je sais que, alors moi j'avais des grands, plus des CM1, CM2, mais mes collègues qui ont des CP, CE1, généralement quand l'enfant a un souci, mais je ne leur jette pas la pierre, c'est pas du tout une critique de ma part, c'est juste une observation, et aussi par manque de formation de leur part aussi, l'enfant a un souci, tu devrais aller voir l'orthophoniste. C'est la personne à qui on envoie en premier. Et moi, je suis au cabinet à Bailly, dans le cabinet où il y a une orthophoniste, il y a une psychomotricienne et il y a une il y a en général psychologue. Un an d'attente, mais oui. Et elle me dit, mais l'orthophoniste me dit, mais moi, je peux rien pour cet enfant. Enfin, c'est pas de mon ressort. On envoie quasiment systématiquement vers l'orthophoniste, mais c'est pas le remède à tout, quoi. Enfin, alors, elles sont utiles, c'est pas ce que je veux dire. Elles sont débordées, du coup. Elles sont débordées parce que des fois, alors pour le coup, nous, orthopédagogues, on peut être mieux placés qu'elles pour pallier certains problèmes de l'enfant, quoi. Tout n'est pas dyslexie, tout n'est pas... Et certaines orthophonistes sont formées plus peut-être pour la dyscalculie, la dyslexie ou autre, et pas sur d'autres domaines. Elles ont en principe leur terrain de prédilection aussi. Donc si on ne va pas voir la bonne orthophonie, puis alors moi en tant que maîtresse, les enfants, les parents me disaient ça fait 5 ans qu'il va voir l'orthophoniste, en gros il n'en peut plus, quoi. Mais évidemment il n'en peut plus. Puis si au bout de 5 ans il ne s'est rien passé, peut-être se poser des questions, quoi. C'est peut-être qu'on ne voit pas la bonne personne. Peut-être que c'est pas ça qui pose problème à l'enfant. Enfin, alors certes, il y a la dyslexie, mais encore une fois, tout ce qui est 10, il faut vérifier qu'il n'y a pas un trouble au-dessus qui vient masquer la dyslexie. Alors, c'est juste une question organisationnelle. En fait, les 2 matinées que vous proposez, ça s'organiserait comment? Eh bien, je ne sais pas. Merci. Je vous en prie, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Non, mais alors, j'ai déjà mon atelier prévu. Enfin, dans ma tête et sur papier, d'ailleurs, je vois à quoi ça ressemble. Après, il faudrait que je trouve une salle assez grande.
sur 2 matinées. Non, mais alors j'ai un cabinet qui fait en gros 19 mètres carrés. Donc pour vous dire. Donc je peux mettre, allez, on va dire par couple, puisque c'est un enfant, un parent, peut-être 3. Mais ce serait grand maximum si on veut pouvoir bouger un peu. Mais ce serait envisageable en cabinet. Sachant que moi, le cabinet, je l'ai, comme je le partage avec une psychomotricienne, je l'ai le vendredi et le samedi. Donc ce serait de préférence, ça peut être 2 samedis, par exemple, 2 samedis matin. J'ai pas de date arrêtée parce que pour l'instant rien n'est fixé, mais si vous êtes intéressé, on peut voir si d'autres personnes sont intéressées et bloquées de samedi matin. Oui. T'as une question ? Ah non. Rebecca, une question. Une question, Rebecca ? Ah, bah. Oui, c'est vrai, ça aurait mérité. C'est bon ? Bon, écoutez, je vous remercie de votre attention. Merci à tous. C'est le mot de la fin, ça va être pour moi, forcément. Donc j'ai oublié de vous dire un truc tout à l'heure. J'ai plein de trucs que j'ai oublié de vous dire, mais c'est pas grave. La première, c'est que voilà, cette feuille là que je vais apposer par là, à côté de la collation qui vous est destinée, ça nous permet d'avoir des avis Google. Ça nous aide beaucoup par rapport à la fois à notre référencement, à montrer qu'en fait on est utile aux personnes, parce qu'il y en a qui se posent encore des questions sur l'utilité d'images. Voilà, ça c'est dit. Très important, donc ça a été relevé, mais en gros, Image accompagne n'importe quelle personne sur son projet, quel qu'il soit. Donc si Maïté veut une salle dans notre établissement pour pouvoir mettre en place des rendez-vous avec des personnes, forcément, on va avoir au niveau de notre organisation, si c'est possible, ou non. L'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent peut-être, nous avons fait un vide dressing qui a réuni 200 personnes à peine. C'est juste une habitante de Bailly qui est venue nous voir parce qu'au café associatif, ils ne pouvaient pas l'aider pour développer ce projet-là. Elle est venue nous voir, on est parti de zéro, on ne la connaissait pas du tout, on ne savait pas qui c'était, elle ne nous connaissait pas. Et donc, on a réussi à mettre en place le vide dressing. Donc, tout type de projet, on les reçoit, on les accueille. Et ensuite, c'est notre conseil d'administration qui vote en conséquence pour savoir si on va plus loin là-dedans. Donc, merci à ceux qui sont venus pour la 2e fois. Comme vous l'avez remarqué, donc, l'ensemble de la conférence a été enregistré et sera disponible sur notre nouvelle chaîne YouTube dans pas longtemps. Voilà, on ne sait pas encore comment on va exploiter la chose, mais vous inquiétez pas, on trouvera un moyen. Voilà, si vous souhaitez boire un petit verre, manger un petit bout de gâteau, sentez-vous libre, et puis vous pouvez aussi échanger entre vous et échanger avec Maïté qui est là. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous puissiez applaudir une nouvelle fois Maïté pour sa conférence.